Ok. Alors, pour ne pas faire langue de bois, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord que ceux qui savent disent. Et il n'y a pas meilleure manière de le faire que de le faire soi-même. J'ai décidé de me jeter à l'eau. Certainement d'autres l'ont fait avant moi. Et j'espère que d'autres vont le faire après moi. C'est-à-dire que, parce qu'il faut le savoir, au fond, l'initiation, c'est quelque chose que l'on reçoit et que l'on doit donner. C'est aussi simple que ça. Quand on entre dans cette voie, on a la prétention de recevoir pour donner. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un grand initié du christianisme qui s'appelait François d'Assise et qui a formulé ça à sa manière. Il a dit c'est en donnant que l'on reçoit. Vaste programme, vous voyez. C'est-à-dire qu'on doit donner quelque chose que l'on a reçu, mais il dit que c'est en donnant qu'on le reçoit. Vous voyez, c'est un peu comme si le serpent se mordait la queue. Il faut que ceux qui... Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, répondant à la question de Serge qui est parti, qui disait, mais comment saura-t-on qu'on est dans le vrai? Et l'exemple que j'ai pris, c'est avec l'université. Nous devons, nous le peuple d'en bas, là, du bas de la pyramide, là, parce que le développement est pour nous un droit. Ce n'est pas simplement valable contre le président d'une X république cacaoyère ou bananière ou je ne sais pas quoi. C'est valable pour tout. Le développement est un droit, c'est aussi un devoir. Donc au nom du droit et du devoir, nous devons réclamer à tous ceux qui sont concernés, hein, comme on met souvent dans les diplômes anglo-saxons, hein, à l'endroit de tous ceux que cela pourrait concerner, nous devons réclamer que ceux qui détiennent quelque chose, parce que ce quelque chose n'est pas leur propriété, l'initiation, pour parler un peu de manière, je dirais, symbolique avec la vieille Égypte, disait que c'est le don que Thoth remet à ses fidèles. C'est-à-dire ceux qui se consacrent à la connaissance, l'initiation est ce qu'il leur donne, c'est un don. Donc, ceux qui prétendent qu'ils l'ont, il faut les mettre à la question, pas comme avec l'Inquisition, je ne dis pas qu'on a les torturer. Mais s'ils prétendent qu'ils ont, eh bien qu'ils posent ça sur la table. Parce que le truc qu'ils ont là, c'est la propriété collective de notre humanité. Et en ce qui concerne les spécificités africaines, c'est la propriété de tous les fils du continent que vous et moi nous sommes. Première règle. Donc il faut les... Bon, on va pas les torturer. Mais sans copier un truc qui se passe ces jours-ci quelque part, peut-être qu'à force de taper dans les casseroles chez nous, on va finir par débusquer les lièvres initiés et connaissants qui pour le moment nous torturent de leurs méfaits et à l'occasion nous arnaquent. Donc que les docteurs tous commencent par venir affirmer la science. Mais nous disons, comme avec la science traditionnelle et je dirais rationaliste, il ne s'agit pas qu'ils viennent à la maternelle pour nous raconter ça. Il faut qu'entre eux, connaissant, ils sortent de leur bosquet et qu'ils se parlent. Et qu'ils viennent nous rendre compte. Parce que quand ils tiennent leur aérobage, ils reviennent pour nous dire, bon, nous avons écouté, effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Troisième chose, nous devons, évidemment, comme notre sœur Rose le dit, beaucoup d'entre nos parents sont amnésiques. Bon, est-ce que c'est une amnésie volontaire? Est-ce que c'est une amnésie subie? Bon, je dis, si nous constatons qu'on a un parent amnésique, ne restons pas trop là à attendre qu'il nous dise quelque chose parce qu'il est amnésique. Et je dis à ce moment-là, appliquons le proverbe africain qui dit, je veux tailler la pagaie, je ne sais pas comment ça se passe, regarde les oreilles du chien. Nous ne sommes pas dans un univers totalement vide, nous ne sommes pas seuls au monde, nous ne sommes pas Robinson Crusoe. Nous avons quand même, si ce n'est de notre propre clan, un clan voisin ou un clan ami. Enfin, nous avons, je veux dire que si nous soumettons les initiés au devoir de transmettre et de dire, nous avons toujours la chance de trouver les gens. Et c'est pour ça qu'entre autres, j'ai pris la responsabilité d'écrire. D'abord pour que ce nombre de choses soient dites. Et que ça cesse d'être un truc 2 ou 3 tondus, fait 2 tondus et 3 prenés se partagent entre eux là-bas en sourdine.
Et ensuite que l'on arrête également l'arnaque. Parce que ça, c'est le côté sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, mais il faut le dire. Vous savez que quand on commence, surtout dans une population qui est torturée par la pauvreté, alors tous les marchands d'illusions prospèrent. Je ne veux pas être de ceux qui viennent vendre l'initiation comme un nouveau gadget. Certains vendent l'espérance pour appeler la mort. D'autres vous disent que si vous croyez en leur propre religion, vous serez sauvés. Certains tout de suite, d'autres après la mort. D'autres vous disent que vous allez trouver du travail. Chez certains ça marche, chez d'autres ça ne marche pas. Il ne s'agit pas d'un gadget. Il s'agit, je dirais, d'un rétablissement de vérité. C'est pour ça que je dis que celui qui dit qu'il est initié affirme indirectement qu'il détient quelque chose qu'il a reçu. Et je dis, au nom du principe de l'initiation, que ce soit en Occident, en Orient ou en Afrique, il doit transmettre. Ensuite, je dis que comme c'est une voie de perfectionnement, il est souhaitable que, de même que des gens veulent entrer en politique, que les gens entrent dans la voie. Et j'ai d'ailleurs rappelé qu'en fait, ça se manifeste sous tous les angles. Nous avons besoin d'hommes et de femmes les mieux formés pour conduire ce peuple. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit de conduire nos nations, nos familles, nos tribus. Et je peux vous assurer que quand vous avez fini de faire la théorie ici, là, à Montréal, ou à Paris, il faut descendre là-bas chez nous. Parce qu'à ce moment-là, on commence à comprendre qu'il faut peut-être des vrais initiés. Donc, pour reprendre... Non, parce que je vais terminer. Parce que quand vous arrivez dans mon village, mais vous avez plusieurs problèmes à résoudre, dont le premier est ici l'Afrique. Les gars ne veulent pas de développement. Là. Oui, vous avez brassé toutes les bonnes idées ici, vous avez vu comment refaire le monde, la vie va se développer, il va y avoir 20% de taux de croissance. Très bien. Quand vous arrivez et puis le type... Parce que pendant, on a transmis pendant un certain nombre de générations des concepts erronés sur la vie, sur l'homme, sur l'être, sur l'organisation sociale. Évidemment, ça arrange les intérêts de quelques-uns. Et donc, du coup, ça pose problème. Y compris même quelquefois par tous ces gars-là dont certains ont reçu transmission de choses qu'ils utilisent contre le peuple. Exactement comme printemps arabe ou ailleurs, on a vu des chefs d'État utiliser l'armée qui est supposée protéger la nation contre le peuple. Ce qui est vrai avec la politique ordinaire est vrai avec l'initiation. Donc j'ai peut-être dit non, mais c'est pour dire que il n'y a pas de direction privilégiée. Nous devons nous emparer de cette affaire-là. Et comme je dis, vous n'êtes pas seul. Voilà. D'accord, on va prendre une question. Oui, déjà bonjour. Merci. Papa Ioli. Oui. Très content que vous soyez là. Tout à l'heure, j'étais présent et j'étais bien heureux d'entendre parler d'Isis. Voilà. Mais ma question est la suivante. Étant donné que nos parents, il y en a un bon nombre parmi eux qui sont amnésiques et qui croient dans en tout cas on va dire des religions, en principe, qui ne sont pas là pour nous aider, que pensez-vous de l'expérience personnelle? Par là, j'entends ceci. Étant donné que même les anciens au village qui détiennent un certain nombre de connaissances ne sont pas toujours ouverts à les transmettre, est-ce que il faut nécessairement aller toquer à leur porte pour obtenir ce qui, apparemment, disons, ils ne manifestent pas de précipitation, en tout cas, de volonté à nous les donner. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends l'exemple d'un conte que vous devez connaître, qui est le conte de Jekyll et Nyambé, qu'on dit qu'il a été initié dans le ventre de sa mère. Donc Horus, il a été initié dans le ventre de sa mère. Et même les prophètes des religions que nous suivons actuellement, donc Moïse, il n'a jamais, en tout cas dans le texte, il n'a jamais été initié par quelqu'un, il a directement communiqué avec Dieu. Mahomet c'est pareil, Jésus c'est pareil. Mais alors, moi, mon questionnement c'est ça, étant donné les urgences qui sont les nôtres aujourd'hui, que fait-on de l'expérience personnelle? Parce que dans le fond, pourquoi faut-il toujours attendre d'un ancien de recevoir quelque chose quand cet ancien lui-même, dans l'état où on le trouve dans ce village, ne manifeste pas nécessairement
l'apparence de quelqu'un qui sait quelque chose et puis voilà, c'est ça ma question. Elle est lourdement fondée et à juste titre. Je ne saurais prétendre qu'il faille mettre de côté l'expérience personnelle pour aller prendre quelque chose chez un ancien, fût-il celui qui a la barbe la plus longue du village. D'abord parce que l'initiation est justement la voie de l'expérience personnelle. Et que à aucun moment de votre cheminement, vous ne saurez raisonnablement vous en défaire et continuer et faire, je veux dire, avancer. C'est-à-dire d'ailleurs que, pour reprendre un dicton chez les Tibétains, ils disent que si la doctrine te gêne, bouscule. Oh ouais. D'ailleurs, à la suite de Bouddha, Seigneur Bouddha, qui disait que ne croyez pas qu'une chose est vraie parce que c'est écrit dans les livres sacrés. Ne croyez pas qu'une chose est vraie parce que les anciens l'ont dit. Et comble de la proclamation, il dit ne croyez même pas que c'est vrai parce que moi, le Seigneur Bouddha, je vous l'ai dit. Croyez une chose quand vous l'aurez expérimenté et vérifié. Vous en avez besoin sur le chemin de l'initiation parce que plus que partout ailleurs, c'est le chemin de toutes les illusions. Parce que jusque-là, dans la vie courante, surtout depuis que nous avons été formatés et façonnés à l'occidental, nous fonctionnons essentiellement avec ce que j'appelle le mode spéculatif. Le mode nous réfléchissons, nous lisons. La connaissance, au dire des anciens, j'ai la faiblesse de proclamer ça à la suite, je m'y suis quand même un peu essayé. La connaissance, elle est de trois ordres. Il faut que les trois ordres soient assemblés pour qu'elle soit juste et parfaite. Elle doit être réflexive, elle doit être réflexive ou spéculative, j'en aime beaucoup ça, ce terme-là. Elle doit être méditative. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un avec qui je discutais, parce que l'approche réflexive vous amène à vous occuper de ce qui est à l'extérieur. Vous comparez essentiellement des choses qui ne sont pas vôtres, les idées des autres, etc. Vous les confrontez. C'est le travail à l'extérieur. Le mode méditatif est le travail à l'intérieur. Et s'il y a une chose que très peu de gens font parce qu'on ne leur a pas enseigné, on n'a pas porté l'attention dessus, c'est de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Je rappelle quand même que méditer, c'est méditare. Moi, parler, je me parle. On écoute le soi. C'est-à-dire on s'écoute à l'intérieur. Bon, vaste programme également. Et ensuite, il y a le mode opératif. Parce que c'est le mode opératif qui permet de saisir la circulation de l'énergie, d'agir dessus et de vérifier, comme dans le scientifique et au laboratoire, si finalement toute la théorie qu'il a montée là, sur laquelle il est depuis, est exacte ou non. Donc je dis, vous devez nécessairement comprendre que c'est d'abord un cheminement personnel. Mais, comme je dis, le but de cela, c'est de transmettre, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, même dans votre démarche personnelle, vous recevrez, d'ailleurs vous ne ferez que recevoir. Vous recevrez toujours. C'est pour donner. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que obstinément vous devez aller importuner le premier bonhomme venu, mais même pas celui qui va vous écouter. Dans certains cas, il pourrait mal le prendre. Je peux vous assurer que dans mon répertoire, j'ai des expériences assez parlantes de ce genre d'exercice où à chercher la lumière où ce que tout le temps y ressemblait, tu peux finir entre quatre planches. Enfin. Mais, de toutes les façons, je dis, faites confiance au soi, dont nous sommes tous expressions, au Dieu qui est en nous, il vous indiquera la voie à suivre. Comme on dit, si l'élève est prêt, le maître à parler. Mais je vais aller plus loin parce que si ceux qui ont embrassé les religions ou les voies initiatiques autres, s'ils, comment je peux dire ça, s'ils étaient ou s'ils sont véritablement consacrés, oh, nous aurions
pas mal de nos problèmes africains. Je ne sais pas, on peut prendre la religion que l'on veut. Mais toute religion, un peu sérieuse soit-elle, professe qu'elle veut mener l'homme à l'union avec Dieu. Ça suppose qu'il y a une démarche de connaissance et d'édification. Le bénéfice de tout ça, c'est quoi? Mais ce serait que son prochain en bénéficier quand même. Donc à la limite, je veux dire à la limite, nous ne prendrions même pas le substrat initiatique et culturel africain. Je dis nous prendrions même ce qui vient d'ailleurs, pour autant que nous soyons consacrés jusqu'au bout. Cela servirait au développement de nos frères africains. Donc voilà. C'est bon? Il y a une question. Juste pour préciser, tu as mentionné tout à l'heure que en fait, la femme est au centre de l'initiation, du processus d'initiation, et qu'il est impératif de retrouver Isis, Aïssatou, Aïcha, on peut l'appeler comme ça, sinon on n'arrivera à rien. Mais s'agit-il de la femme en tant qu'être humain, ou de la femme, ou du principe féminin de l'humanité? Ben, les deux. Mais parce que comment allons-nous saisir le principe féminin qui est absolument abstrait si pour le moment, alors que nous n'avons pas encore aiguisé nos autres facultés, que nous n'avons que les 5 sens, nous ne parvenons pas à le saisir dans sa représentation la plus immédiate. Vous savez, je vais vous rappeler 2 ou 3 choses que vous connaissez sans doute. Le christianisme catholique spécifiquement accorde une place extraordinaire à la femme, à une femme particulière. C'est la Vierge Marie. Les autres, bon, quand on attend, on s'en occupe. Mais il y a un truc extraordinaire. Si vous allez à Marseille, ou si vous allez en Pologne, dans le village de Karol Wojtyła, ou en Yougoslavie, dans certains pays de sensibilité chrétienne mystique très approfondie, vous allez constater que les effigies de la Vierge qui sont là-bas sont noires. Les vierges qui sont là-bas sont noires. Je ne sais pas si c'était un goût de peinture, mais c'est quand même remarquable. Il y a derrière toute une approche, je dirais, initiatique. Mais je voudrais dire que, loin de moi l'idée d'une propagande, je veux dire que si vous prenez le calendrier des jours de la semaine, chez les Bassards dont je suis, je ne prétends pas que ce soit une prouesse particulière, je crois que tous les Africains ont dû le garder en héritage, bon, d'autres l'ont perdu en cours de route. Mais il y a 2 sortes de calendrier. Il y a un calendrier opératif absolu, qui est le calendrier des 5 jours de la semaine. Les gars qui sont en Gorituba, les bâtis l'ont gardé. Et il y a le calendrier des 7 jours de la semaine. Dans ce calendrier qui est le nôtre, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Mais le nom que nos ancêtres donnent au lundi, c'est un bois corps. Corps, c'est l'escargot. Et les rites liés à l'escargot, comme on le dit vulgairement, au corps, sont les rites d'Isis. C'est-à-dire que la semaine commence avec Isis. Et pour nos ancêtres, le lundi n'était pas simplement, comme d'ailleurs le mardi, c'est des jours de rites. C'est-à-dire que ces 7 jours de la semaine étaient des jours où on doit pratiquer des rites spécifiques. Donc, cette personne-là, qui est non seulement la mère du monde au sens, je dirais, allégorique du terme, est également la mère de la vie. Chaque fois que dans, je ne sais pas, c'est pas, mais dans la plupart des pays de race noire, quelqu'un a un problème d'une gravité extrême qui touche à sa survie, je veux dire à sa vie, c'est-à-dire que sa vie matérielle est en danger. Que par exemple on estime qu'il est sous l'effet d'un envoûtement extrême. Pour libérer cet homme-là, on demande 3 choses. Enfin, on cherche 3 choses. Connaître le nom de sa mère. Trouver le lieu où son cordon ombilical a été enterré.
ou trouver le lieu où sa mère est enterrée si elle n'est plus en vie. Le cordon ombilical ne nous a jamais reliés à aucun de nos papas. Hein. Enfin, ça, même l'anatomie la plus idiote. Donc vous comprenez que, je veux dire que, spécifiquement à l'individu, au genre féminin et à la femme, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, il y a quelque chose de particulier. Nous ne pouvons pas reconstruire notre univers, et je dis ces énergies-là. D'ailleurs, la plupart des opératifs dans les systèmes africains savent que quand on doit procéder à l'initiation de quelqu'un, le premier bain rituel qu'on lui donne, il doit être administré par une femme. C'est quelquefois la compagne initiée de l'initiateur, ou alors une maîtresse des arts. Et le dernier bain rituel doit être également administré par une femme. Alors je dis, comment allons-nous réussir notre rectification si nous ne commençons pas à construire les individus par lesquels nous devons réaliser notre performance? Il ne s'agit pas seulement qu'elles nous conçoivent dans leur sein, mais il s'agit également qu'elles-mêmes, au moins, qu'on en ait un minimum qui, parcourant la voie, ait à nouveau rectifié et régler leurs énergies pour être véritablement Isis. C'est elles qui portent les forces de coagulation et de dissolution. Même sur le plan de l'anatomie, vous comprenez ce que ça veut dire, je n'ai pas besoin. Je vais d'ailleurs vous dire que même dans l'Ancien Testament, pour ceux qui sont judéo-chrétiens, Moïse avait des prescriptions particulières en ce qui concerne les femmes quand elles étaient en période de menstrues. Ce n'est pas seulement une vie de l'esprit. Donc, je veux dire que on est l'ignorance du système dans lequel nous sommes formatés actuellement, quant aux énergies de la femme, nous a mené à un point tel que, outre que de l'avoir banalisé, on lui a donné même un rôle extrêmement secondaire, je dirais même à la limite aléatoire. Il faut rectifier ça. C'est pas possible. Et dans ce contexte, je n'ai rien contre la légende biblique ou d'ailleurs, mais bon, quelquefois je le dis quand je suis en milieu restreint, ça fait sourire certains, ça énerve d'autres. Je dis que, franchement, si moi je devais écrire un livre sacré dans lequel il y avait une préséance, logiquement, on aurait dû d'abord créer la femme et puis ensuite, je pense que tout le monde aurait compris qu'on a sorti l'homme de la femme. Ça, tout le monde aurait compris puisque c'est elle qui m'aime. Et à titre personnel, tu es sur le point de retrouver Isis ou... Alors, Isis, comme je dis, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, il y a un truc de ça. Non, mais je vais. Vous ne pouvez pas recevoir, tout au moins dans les traditions africaines, un certain nombre de sacres ou d'accomplissements si véritablement vous n'avez pas cet accompagnement et je dirais cet adoubement. Et quand vous parcourez dans cet adoubement, vous vous rendez compte en fait que la femme, que ce soit votre mère, votre épouse, ou votre copine, votre fille, votre soeur, je dirais, pas simplement sur le plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance abstraite, mais sur le plan des énergies, manifeste des énergies assez particulières. Et le but de l'exercice, c'est de comprendre ces énergies et de travailler avec elles, c'est-à-dire leur restituer ce qu'elles doivent recevoir au nom du principe, c'est en donnant que l'on reçoit, et recevoir d'elles ce qu'elles doivent donner. Maintenant, en espérant qu'elles soient lucides et comprennent ce qu'elles doivent donner. Oui. Maintenant, je réponds à ta question. D'accord, il vous reste l'explication de... Alors, non, c'est difficile.
pour nous, pour les profanes, au hasard, pour parler des facettes relationnelles. Oui, je disais que... Non, ce que je peux dire simplement, c'est que si on... Ma précaution n'est pas de redouter, je dirais, de briser un serment, non. Mais c'est non plus de ne pas dire une chose qui, prise au pied de la lettre, devient une sorte d'abécédaire ou de formulaire à appliquer au sortir d'ici, parce que les choses sont beaucoup plus codifiées et beaucoup plus, je dirais, rythmées que cela. Mais dans la logique de nos ancêtres, par exemple, le lundi qui était le jour de la féminité, ou qui doit être le jour de la féminité, parce qu'il faut le rappeler, chacun de nous porte les deux polarités en lui. Les hommes ayant la polarité masculine accentuée et les femmes la polarité féminine accentuée. Le travail du lundi était de rendre tous les initiés, hommes et femmes, donc sensibles à la polarité d'Isis, à la polarité féminine. Et le mardi, nous l'appelons en bassin Luangé, c'est-à-dire le jour qui est dédié au combat, au mystère de mort et résurrection. C'est un peu ce qu'on appelle le jour de Mars. Et c'est pour ça que, malgré les corruptions, je dirais, la pensée populaire a gardé des mots auxquels il ne porte même plus son attention. Parce que je rappelle quand même que mardi, c'est Mars Day, c'est le jour de Mars. C'est le dieu de la guerre chez les autres. Et donc, le mardi, qui était réservé pour les plus hauts initiés à travailler les arts du combat extérieur, était pour tous les apprenants le jour où on travaille sur son combat intérieur. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on a un truc qui nous gêne. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le fait qu'on constate qu'on bégaye et qu'on veut supprimer ça. Ça peut être le fait qu'on constate que on a un handicap. Je ne vais pas parler d'un handicap à l'extérieur. Je parle de quelque chose qui est dû à notre propre faiblesse. Et donc les rites du mardi consistaient, si vous voulez, comme dans la guerre, à porter l'épée sur ce défaut-là. D'ailleurs, ce qui, dans le guillemets, on appelle ça, surtout le blindage habituel, consiste, comme on dit chez les Bassa, c'est-à-dire qu'on lance des flèches, on tire des flèches sur le ngué. En fait, non, c'est-à-dire que vous ne tuez pas le ngué, mais c'est que par ce acte symbolique, vous déclenchez le seigneur de la guerre en vous pour supprimer le défaut et donc quelquefois également les attaques, les atteintes à la guerre. Le mercredi, c'est le jour de la guérison. C'est-à-dire, c'est le jour où en fait, on apprend à rééquilibrer, comme je sais pas, je parlais tout à l'heure, à ramener l'ordre dans les déséquilibres que l'on a constatés. Et c'est ça essentiellement l'art médical, c'est de ramener l'équilibre. Et c'est par exemple ce jour-là qu'on fabriquait je veux dire, les potions, les onguents qui étaient destinés à tout le monde. C'est-à-dire que, bon, mais là, je suis pas tant. Si on a la chance d'un mercredi, je ne sais pas, on peut s'amuser. Et donc, le jeudi, c'est le jour de la gouvernance. C'est le jour où on doit régler les problèmes de la cité. Le vendredi, alors c'est extraordinaire, le vendredi, les Bassa l'appellent Djangumba. C'est le jour de Vénus. On dit que Vénus, c'est le dieu de l'amour, enfin la déesse de l'amour. Mais le vendredi, nos ancêtres comprenaient que l'amour, qui est absolument, je dirais, platonique, pour eux est le même amour qui procrée, c'est-à-dire qu'il faut que maintenant les principes masculins et féminins fusionnent. Il est également le même amour qui lève la puissance de la terre. Et c'est pour ça que c'est ce vendredi que l'on habituait les initiés à communiquer avec la terre. Il y a quelque chose, je vais le dire sans offenser personne. Les chrétiens catholiques romains, je crois que d'ailleurs c'est vrai pour les orthodoxes aussi, peut-être aussi les anglicans, ont gardé cette habitude. Quand on fait l'ordination d'un prêtre,
il y a un moment absolument capital de son ordination où il se couche, il est derrière l'ordinant, il se couche à terre, il est face contre terre. Et c'est pendant qu'il est face contre terre qu'on récite, on chante la litanie des saints, et que les catholiques romains d'ailleurs la chantent en latin. Vous voyez, pour montrer qu'on va jusqu'au bout de l'exercice. Mais c'est justement pour permettre à l'individu de, comment dirais-je, de maîtriser les énergies de la terre sur laquelle il marche. Parce qu'il faut bien comprendre que le but de l'exercice, comme je disais, n'est pas simplement d'élever votre esprit, mais c'est également de permettre à vous-même et à la société humaine de se fixer sur la terre, de vivre en harmonie sur la terre, y compris dans la maîtrise des énergies qui viennent de la terre et dont nous savons que quelquefois elles sont éminemment destructrices pour ceux qui ne sont pas avertis. Le samedi, c'est le jour du commerce. Pas simplement commerce avec les vivants, mais commerce avec tous les vivants. Vous connaissez le célèbre dicton de nos aînés africains, les morts ne sont pas morts. Dimanche, le jour du soleil, le jour de la bénédiction globale, le jour de la bonté universelle, le jour où tout le monde doit être gentil. En fait. On doit être gentil tous les jours de la semaine. Il y a quelqu'un qui a une question. Une question. Oui. Oui, chez nous, c'est le jour du commerce. C'est le jour des transactions commerciales. Et pas simplement le commerce, le jour de marché, comme on dit. Si vous voulez, pour prendre une image très simple, pour ceux qui aiment bien les films de science-fiction, il y a Stargate, ou Atlantis. Ça change de nom, cette série. La suite. Oui, la suite. Alors, en fait, le fin mot de l'histoire, c'est quoi? C'est que vous avez une porte qui, à l'occasion, s'ouvre et permet de passer d'un univers à un autre. La propriété du samedi, c'est cela. C'est que nos ancêtres avaient compris, en moyennant un certain nombre de règles, que c'était le jour qui permettait de passer d'un monde à l'autre. Mais vous voyez qu'il était précédé du vendredi. C'est-à-dire qu'on commençait par maîtriser suffisamment les énergies de la Terre pour être sûr qu'on pouvait entreprendre cette espèce de voyage. On est dans la fiction pure, là. Parce que ça tu as dit commerce, mais après ça tu as dit communication. Échange. Échange entre le monde visible et le monde invisible. C'est ça? Yeah. Mais quand tu as dit commerce, est-ce que c'est dans le sens de transactions financières? Aussi. C'est pour ça que c'était, je dis, le jour du marché. C'est-à-dire que dans les calendriers anciens, c'était le jour du marché. C'est-à-dire que ce jour-là, on venait au marché. Et on échangeait, je te vends ceci, tu me vends cela. D'ailleurs, vous savez que dans l'imagerie populaire, on dit que c'est le jour du marché. Au marché, il n'y a pas que les hommes. Hein, c'est dans l'imagerie. On dit qu'au marché, le jour du marché, le samedi autrefois, eh bien, les autres aussi arrivent. Parce que moi, je voudrais plus commerce que la forme de commerce que tu dis dans jeudi. Oui, le problème justement du calendrier, et on peut avoir toute aise d'en discuter, mais c'est demain hors de la conférence. Le problème du calendrier, c'est que les gens ayant progressivement perdu la connaissance et dont la conscience des rites, ont fini par perturber complètement, je dirais, l'action énergétique des jours de la semaine. Jeudi, c'est Zeus Day, c'est le jour de Jupiter, pour parler des traditions des autres. Nous, on l'appelle Wambok, c'est-à-dire c'est la régulation du cosmos, c'est l'ordre dans la cité, c'est le jour du gouvernement, ça ne peut pas être le jour du marché. Le samedi, c'est Ngwadon, Udon, chez les Douala, c'est le commerce. D'ailleurs, chez les peuples qu'on a transplantés aux Caraïbes, c'est le jour du vaudou. Pourquoi est-ce que c'est le jour du vaudou? Mais parce que c'est le jour où, plus que tous les autres, les ancêtres ont la porte ouverte, ils peuvent passer, parce qu'ils savent qu'avant que le soleil se couche, il faut qu'ils rentrent chez eux. Hein? Donc c'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que dans les, si vous voulez, les morceaux dispersés de nos traditions, on a encore des éléments qui permettent de restructurer cela.
Maintenant, de manière commerciale, on a même arrivé où dans certains villages, au gré du sous-préfet, lui, vous dit que le jour du marché, c'est lundi. Il y en a d'autres, c'est dimanche. Il y en a d'autres. Ça, c'est arrivé. Mais sur le plan symbolique, l'ordre des jours a des rites précis. Bon. On pourra continuer tout à l'heure là. Moi, c'est Alexis. J'ai en fait deux questions, mais c'est la même question qui a deux volets. Qui a plusieurs visages. Qui a plusieurs visages. La première, je suis déjà d'abord arrivé en retard, peut-être on a déjà répondu à cette question. C'est s'il y en a une, quelle est la frontière entre religion et tradition? Ah. Parce que depuis on parle, on met souvent les deux ensemble. J'ai l'impression que c'est presque des synonymes où la définition est, où la frontière est floue entre les deux et qui se rejoignent très souvent. Oui, elle est effectivement floue en ce sens que dans la pensée populaire, on a fini par mettre dans le mot religion tout. Et c'est pour ça que pour le distinguer, moi j'utilise le mot tradition. Et c'est pour ça que je dis que la religion, son prétexte, c'est à la fois l'initiation et la tradition. Donc c'est un grand ensemble dans lequel vous transmettez des choses, les gens se transmettent des choses, et des gens, pour certains, parce qu'il est clair que, c'est ce que je disais, chaque religion a ses saints. Ces saints-là ont parcouru, dans la logique de cette religion, le chemin de sanctification, c'est bien ça. Bon. Et le chemin de sanctification, c'est l'initiation. Bon, maintenant, on commence les traditions pour terminer initié. Oui, disons que si vous voulez, la tradition est le véhicule qui porte, si vous voulez, c'est un peu comme si vous avez une Mercedes et vous avez un moteur à l'intérieur. Okay. L'initiation, c'est le moteur, et puis vous avez le moteur plus la machine, plus les roues et le volant, tout ça, c'est la tradition. Bon, maintenant, le fait d'être initié, comme vous l'avez dit, c'est le moyen de se rapprocher de Dieu. Mais avec, ma question là voici, c'est avec le monde aujourd'hui qui s'ouvre. Normalement, moi je pense qu'on devait partager beaucoup plus de choses comme ces traditions des pays voisins ou bien ces cultures. Mais est-ce que la tradition ou la religion est vraiment évolutive? Parce que moi je remarque que ceux qui sont initiés, bon, à part toi, qui vient nous expliquer ce que c'est, ils vivent toujours dans les coins reculés et se coupent un peu du monde. C'est comme si ils avaient une connaissance ils devaient juger à un moment si tu étais prêt à... Bon, pas juger, parce que juger à un moment, c'est même quelque part s'oublier. C'est comme si ils décidaient qu'une partie de la population n'était pas assez noble ou bien prêt pour accéder à ce genre de connaissances. Normalement, c'est parce que depuis que j'écoute, c'est tellement beau, c'est tellement simple, on voit d'où nous venons, des choses très comme, je ne sais pas pourquoi, la femme à chaque fois, elle se lève quand l'enfant pleure et tout, et quand il y a des petits rituels qui sont naturels, qu'on nous dit de faire, mais on ne comprend pas pourquoi on les fait. Ça débouche même des fois un grand fléau qui touche le Cameroun, c'est les mariages intertribaux. Souvent, on nous interdit d'épouser telle ou telle fille de telle tribu, mais on ne sait jamais pourquoi. C'est donc pour ça que je dis que, je l'ai souligné en même temps, je dis que ceux qui proclament qu'ils sont initiés devraient respecter l'un des devoirs qui est adossé à l'initiation. C'est-à-dire de transmettre ce qu'ils ont reçu. Mais est-ce que ça s'adapte? C'est vraiment possible d'être évolutif? Parce que si c'est le cas, ça devrait normalement couler. Non, je dis, le problème n'est pas que ce soit adapté ou pas adapté, c'est que les gens, vous savez, hein, il y a des pays aujourd'hui au monde qui ont l'arme nucléaire.
Et j'estime qu'il ne faut pas que tout le monde aille dans ce club fermé. Je ne suis pas particulièrement promoteur de la dispersion de l'énergie nucléaire, mais c'est un exemple. Donc c'est la même chose. Il y a des initiés qui estiment qu'ils ont l'arme nucléaire et c'est bon, comme ça on peut tenir le monde en respect. Il ne faut pas qu'on laisse les premiers croquignols venir s'emparer de ce truc-là. Et c'est peut-être figuratif, mais ça nous dit ce que nous vivons. Et donc pendant ce temps, le peuple a des défis. Je vais être terre à terre. Nous disons que ouais, il y a manque de développement, d'accord, il y a l'exode rural. Mais parmi les fléaux qui vident nos villages et qui empêchent nos pays de se développer, il n'y a pas que le manque d'électricité. Je suis d'accord. Il y a le manque d'électricité, il y a le manque de routes, d'accord? Il y a le manque d'eau potable, il y a le manque d'écoles, il y a le manque de dispensaires. Et en couronnement de tout ça, il y a la sorcellerie. Ok? Il y a des tas de choses qui manquent, qui ne nous permettent pas d'avancer. Et il y a un truc qui a. Ok? Mais quand vous regardez le code pénal, il condamne la sorcellerie, je ne sais pas pour parler de nos pays. Très bien. Vous connaissez un pays qui a mis en place une brigade pour combattre la sorcellerie. Donc nous ne sommes pas cohérents. Non, mais ça vous fait dire que nous ne sommes pas cohérents. Et je peux vous dire que moi, je peux vous dire, et je crois que mon épouse la sait, qu'il y a des moments qui font me trouver un peu téméraire. Et bon. Mais je dis, quand est-ce que l'Afrique va prendre en main son développement si nous ne réglons pas, par exemple, le problème de ce handicap majeur qu'est la sorcellerie dans le village? Et on fait comment? Parce que vous avez 2 tondeux et 3 pelés qui décident de mettre le village en coupe réglée. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je comprends pas. Oui, parce que Je là... n'ai pas compris ce que vous avez dit. Non, je dis parce que Alexis, ça, enfin, il disait qu'il a le sentiment que cette manière de voir les choses n'est pas progressiste. Bien. Je lui dis que nous voulons nous développer. Ok? Et quand nous faisons une analyse, je dirais, rationnelle des critères de développement comme les OMD, là, d'ailleurs, hein, bientôt là on va faire le bilan. On va trouver que ouais, on n'a toujours pas assez d'écoles, on n'a pas assez de routes, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité. Nous disons que tout ça c'est des prérequis pour qu'on commence à mettre le pied sur l'escalier du développement, n'est-ce pas? Je dis que ça nous manque. Mais qu'en plus de ça qui nous manque dans les villages, nous avons la sorcellerie dans les villages, ça ne manque pas. Et je peux vous assurer, pour avoir passé, pas ma vie, mais parce que je considère que c'est un serment personnel, que utiliser la connaissance contre l'humanité est quelque chose qu'on doit empêcher à tout prix. Et que ceux qui pensent que la sorcellerie, ça n'existe pas, je souhaite que si un jour ils sont de passage au Cameroun, qu'ils m'appellent et moi je ne vais pas leur faire la sorcellerie, mais on va se promener un peu. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Donc je dis, on ne peut pas dans le code pénal condamner la sorcellerie, parce qu'on la condamne dans le code pénal. Tout le monde au Cameroun les condamne. Puisqu'il y a des gens qui prennent de tant d'années à tant d'années, qui est convaincu de sorcellerie. Mais je dis, quand on a les bandits, on fait la police. D'accord? Quand on est trafiquant de drogue, on met des brigades spéciales. Là, on a des gars qui tirent à tout va, surtout les gens qui passent au village, et il n'y a aucune brigade. J'aimerais que, juste un instant, on sera peut-être prolongé de quelques minutes. Je voudrais qu'on écoute un peu Jules à ce sujet. Tu as quelque chose à dire par rapport à... Oui, je vais être plus concis que tout à l'heure, mais c'est vrai que le thème de la sorcellerie en lui-même m'intéresse beaucoup. Voilà, ouais, en tant que sorcier africain, c'est dans ce sens-là que je le fais. Oui, voilà. Et personnellement, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on est capable de désigner clairement qui sont les ennemis de l'Afrique au sens large du terme, c'est-à-dire les institutions internationales, etc. Je vous épargne le discours. J'aurais aimé justement qu'on soit sur le pied de guerre, qu'on ait le côté construire l'identité africaine et tout ce qu'on veut faire valoir en tant qu'Africain, mais qu'on ait des armées de sorciers là en tant que tel, et qu'on leur dit attaquer ceux qui nous mettent qui nous ont assujettis depuis 500 ans. Je veux qu'on utilise
tous les pouvoirs qu'on a, bien comme mal, pour se battre contre ceux qui nous maintiennent depuis 500 ans dans le Canada. Donc, c'est juste ça que je veux Oui, et c'est ce que je dis. Mais on n'a que des attaches. Oui, d'accord. Mais pour que vous ayez la brigade de sorciers, je dirais, pour défendre les intérêts de l'Afrique, il faut que vous les ayez formés. On va les former. Non, c'est ce que je dis. Il faut les former, c'est ce que je dis. Il faut que ces gens-là, ceux qui ont et ceux qui veulent apprendre, maîtrisent l'art et ensuite qu'on leur explique que l'arme nucléaire, là, c'est pas pour tirer ici, c'est là-bas. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué avec l'arme nucléaire. Il y a des gens qui ont l'arme nucléaire. Eux, ils la gardent parce qu'ils se disent qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'au besoin, on l'utilisera. Mais je ne pense pas que le président des États-Unis veut avoir l'arme nucléaire pour l'utiliser contre les Américains. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le père Poutine veut utiliser son armement nucléaire contre la Russie. Non. Il développe l'arme nucléaire contre l'autre. Notre problème, nous, c'est qu'on en est encore au stade où les deux tondus et trois pelés là utilisent l'arme nucléaire contre les petits du village. Nous le comprenons maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais parler. On va prendre deux questions avant de conclure. Deux questions. On va juste la première, puis la deuxième question. Vas-y. Donc moi j'ai une toute petite question. On parle de tradition et pensons en fait que nos traditions chérissent particulièrement la mère nature et prennent soin de la mère nature. Est-ce que tu penses que nos traditions peuvent aller dans le sens du développement tel qu'il est énoncé par l'Occident? Je m'explique, ça c'est probablement mon côté environnementaliste qui sort, mais le fait que le développement soit toujours à l'affût de plus, et le fait que d'après moi aussi on a des limites matérielles finies sur la terre, est-ce que tu penses qu'il y a une façon d'associer les deux, nos traditions qui chérissent cette terre-là et le sens de développement de l'Occident qui veut juste exploiter plus? Très bien, je commence par la fin pour dire que je continue au nom de l'initiation dont je suis porteur à m'insurger contre la définition du développement que l'Occident donne. D'ailleurs, toutes les façons, parce qu'il détraque la société elle-même. Maintenant, je prends les choses simples. Nous, quand on doit initier quelqu'un, pour ne parler que, je peux prendre toutes les traditions, le vaudou, mais je parle de la tradition basique, les bassins, mais c'est la même chose partout. Même dans le désert. C'est pour ça que j'ai dit que c'est Isis qui est la mère, parce que le premier pas, c'est elle qui te le fait faire. On commence par une séance, je dirais, de guérison, c'est-à-dire de réharmonisation de l'individu à qui on va faire un parcours difficile. L'Orient connaît ces choses-là, la Ayurveda et autres. Mais chez nous, c'est le rite de Mwaoum, le mercredi. Parce que la déesse Oum est déesse de l'harmonie et de la guérison, déesse de la danse. Donc on doit réharmoniser la personne. Et la danse chez nous est d'abord danse avec la terre. Parce que c'est sur cette terre-là que nous dansons. C'est d'elle, c'est elle que nous martelons de nos pieds. Ensuite, on va t'amener dans une errance à l'intérieur des éléments de la nature. Tu ne pourrais pas être prêtre de la nature si le développement d'ailleurs que l'on court maintenant rase toutes les forêts, rase les savanes, prend les minéraux et les change de peau. En fait. Donc en fait, l'initiation te prescrit comme première règle, d'ailleurs l'homme ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Et dans nos rites, le premier truc, c'est que tant que la mère nature n'a pas donné sa permission, on ne fait pas. Voilà. Merci d'avoir apporté cette question parce qu'elle nous permet quand même de rester concret sur quelque chose. Voilà un élément essentiel de la démarche initiatique en Afrique, tout au moins dans les rites que je connais. C'est-à-dire que tant la mère nature n'a pas dit de faire, on ne fait pas. Or, aujourd'hui, ce qui se passe avec la pensée aristotélicienne, c'est que bon, on arrive, on décide que on veut, il y a le cuivre ici, bon, percé. Il y a le pétrole ici, percé. On veut raser les arbres. En fait, c'est-à-dire que voilà un type qui est arrivé le dernier dans la création. Oh oui, enfin, si je prends les énoncés symboliques, il est arrivé le dernier. Si tous ceux qui sont arrivés avant lui n'avaient pas été là, il n'existerait pas. Il arrive, il ne demande pas au gars qui était là avant lui que bon, Joe, ça se passait comment?
Moi, il décide que, non, dis donc, laissez-moi, on fait... Il y a un problème. Donc, en fait, se réapproprier l'initiation nous remet d'abord en règle avec nous-mêmes et la nature. Et au sens le plus environnementaliste de la nature qui soit. J'avais un débat un jour avec quelqu'un, il m'a dit, et il avait peut-être raison, il m'a dit que, je lui ai dit que tiens, nous, nos ancêtres étaient écolos. Il m'a dit qu'ils étaient accidentellement écolos. J'ai dit ok. Mais regardez les maisons que nous avions. La maison que, je prends le cas des bantous de la forêt, la maison que quelqu'un construisait, il était sûr d'une chose. 50 ans après, elle n'existait plus. 50 ans après, tous les... Parce que les poteaux, c'était du bois. Les murs, c'était de la terre battue, de l'argile ou des pierres non cimentées. D'accord? Et c'était le toit de chaume ou de paille. Ces éléments-là se résorbaient dans la nature une fois que votre cycle vital à vous était passé. Ça veut dire que quand on construisait une maison, généralement, bon, on l'a construit quand on est adulte, on a à peu près 20 ans. C'est là où on décide de quitter son père. Ok. Si on fait une maison qui dure 50 ans, mais au moment où elle commence à s'écrouler, vous avez 70 ans. Et quand on passe à l'expérience de vie de ces gars-là, à cette époque, c'était bien peut-être longtemps, mais bon, au mieux tu pouvais la retaper ou faire une autre. Mais on était assuré que une fois que tu t'en es allé, la nature est revenue à elle-même. On se déplace un peu. En fait, on ne commence pas à faire des choses pour marquer la terre comme si on en était le possesseur. Donc, dans une certaine mesure, je dis souvent que, et je ne vais pas parler des choses plus vitales encore. Vous savez, un jour, je ne vais pas le citer, mais c'est un grand footballeur. Et il est venu voir les pères parce que, bon, c'est vrai, vous savez que le Cameroun est très fort pour le foot. Et il paraît qu'il y a souvent d'autres choses derrière le foot. Mais là, il y avait spécifiquement un problème parce qu'ils allaient en compétition et ils allaient jouer. Vous savez que dans les pays de haute altitude, on parle de la raréfaction d'oxygène. Eh bien, il y a une école chez nous, c'est un petit arbuste comme ça, qui s'appelle HEP. Je peux vous assurer que si on vous fait boire cette décoction-là 2 ou 3 jours avant, vous pouvez marcher longtemps sans vous fatiguer dans la forêt. Et les gars, on leur a laissé ça pour qu'ils puissent aller jouer. Bon, je ne sais pas si on a fait les tests après pour voir si ça a laissé des traces dans le sang, mais ce truc-là est magnifique. Hein. Et il nous expliquait que vous pensez, il me disait, mais fils, tu penses qu'on a combattu les oppresseurs coloniaux qui avaient des fusils, nous avec des bâtons, comment? Tu penses bien que si on n'avait que les bâtons, il n'y aurait plus personne. Hein? Donc au moins on se facilitait un certain nombre de choses. La résistance, le déplacement. Je vous montre que si le père Lance Armstrong nous avait vus là, il n'aurait pas impressé maintenant, on lui aurait filé un truc que personne ne ferait. Même avec la datation au carbone après. Bon, et donc, je veux dire qu'il y a là-dedans vraiment beaucoup d'aspects, mais ça nécessiterait tout un approfondissement. C'est pour ça qu'il faut prendre véritablement les traditions au sens où je le dis, en fait, la grande tradition africaine et l'initiation, pas au premier degré du folklore ou non, des choses très sérieuses. Et je voudrais vous terminer que quand on commence l'initiation, tout au moins, dans le contexte du Bokbassam, il y a une substance végétale, je ne vais pas dire plus pour ne pas offenser mes pères. Son nom traduit, son nom en bassa c'est Hongol, c'est-à-dire la mémoire. Donc, quand on l'administre, parce que comment pensez-vous que nos ancêtres aient, sans livre, sans cahier et sans écriture, retenu de mémoire la fonction de toutes les substances, arbres, herbes, machin, qu'ils rencontraient? Et là, une discussion que j'ai eue une fois avec eux, j'ai dit, mais papa, moi j'ai un problème. Qu'on n'administre pas le Hongol à la maternelle, je veux bien. Qu'on l'administre pas au secondaire, je veux bien. Mais nous avons un corps d'élite qui s'appelle l'université. Où nous sommes, je pourrais dire, en compétition avec les autres, parce que c'est là où on crée, c'est le summum de la création. Pourquoi ne mettons-nous pas un certain nombre de substances à la disposition de nos enfants? Il a ricané un bout, il m'a dit, je te vois venir, mais si tu sais, moi je vais te proposer une chose, occupe-toi de ça. Moi. Mais après j'ai compris ce qu'il me dit, parce que ça nécessite, même au niveau universitaire, que nous ayons un corps d'élite. Parce que vous pensez bien que
Et ça, on a beau leur faire ce reproche, derrière, il y a quand même un côté salvateur. C'est que si tout avait été dit, je dirais de manière sans retenue, je ne suis pas sûr que nous serions là. Peut-être que c'est parce que tout n'a pas encore été dit que nous sommes encore là. Peut-être que c'est parce qu'on continue à distiller certaines choses avec précaution que nous sommes encore là. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important que les gens acceptent de parcourir cette voie. Elle n'est pas facile, mais que les gens la parcourent. Et une dernière anecdote. Moi, j'ai fait l'école polytechnique à Yaoundé. J'en suis sorti en 1981. Le Français qui était le directeur de l'école en 1981 était parti de France comme professeur de rang magistral de mécanique à Nancy, à l'ENSEM de Nancy. Et donc, professeur de rang magistral à l'université, titulaire de la chaire de mécanique. Il a dit, bon, il va faire un peu d'exotisme en Afrique. Il est venu pour encadrer l'école polytechnique pendant 2 ou 3 ans. Ça, c'est en 81. J'ai revu ce monsieur un jour au Gabon, en 2005. J'ai eu du mal à le reconnaître, mais bon, son visage me marquait, j'ai fini par trouver de mémoire son nom. Je suis allé le voir. Ils étaient dans une mission d'appui à l'université du Gabon et faisaient des cours spéciaux à des ingénieurs sur la mécanique des matériaux anisotropes, c'est-à-dire la structure du bois. C'était très charmant. J'ai été un peu surpris, mais je dis, mais professeur Guitare, vous deviez être à la retraite. Il dit, oh oui, mon cher Dieu, vous savez, hein, la connaissance ne prend pas la retraite. Bon. J'ai été enchanté. Guitare et moi, on s'est échangé des adresses, puis bon, il ne m'a jamais écrit, je ne lui ai jamais écrit. 2 ans après, je revois Guitare à Libreville. Et je lui dis, mais professeur Guitare, c'est toujours la mission d'appui là. Alors, comme il était au milieu des gens, des Français, vous imaginez quelqu'un qui était directeur d'une école quand il y a 30 ans, donc, ou un peu plus de 30 ans, il était plus très jeune là, quand je le vois il y a 3 ou 4 ans. Donc, il s'approche de moi. C'était un gars qui aimait beaucoup plaisanter. Après avoir fait une boutade à ses amis pour qu'ils se mettent à rire. Après j'ai compris pourquoi. En fait, il voulait me dire quelque chose sans que les autres n'entendent. Donc, il s'approche de moi et il me dit, oh non, 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 ce n'est plus la mécanique du bois. Là, je suis venu chercher la résine de Koumé. Et il me fait ça. On s'est bien compris. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent partir de chez eux pour venir chercher la résine de Koumé. Qu'est-ce que c'est? De l'ensemble, mais je veux dire, la résine, c'est-à-dire quand vous... Koumé, le Koumé, c'est un arbre de la forêt tropicale équatoriale. Bon. Oui, non, mais moi je réponds. Brièvement. Bonsoir, je m'appelle Adama. Vous parlez de tradition. Moi, j'ai un exemple concret sur ça. C'est que moi, en tant qu'individu, je veux apprendre ma tradition et comment dire, ma culture. Mais tout ce que j'apprends sur ma tradition, c'est à travers les documentaires à la télé que je vois que les Occidentaux font. Donc, quand je suis retourné au pays, j'ai demandé à mon père que je voulais aller au village. Il m'a dit que non, que je ne pouvais pas aller. Oui. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mis les pieds au village. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir un de mes oncles du village qui est venu pendant mes vacances et on a discuté. Et il m'a dit, au cours de ces discussions et tout ça, lui-même il m'a dit que mon père, son père à lui, ne passait jamais la nuit au village. Donc, votre histoire de sorcellerie et tout ça, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour briser cette barrière entre nous, la nouvelle génération qui veut apprendre ses traditions, sa culture? Comment est-ce que vous avez vécu ça quand vous êtes parti à la recherche de vos traditions? Qu'est-ce qu'on doit faire? La question est vaste. Alors moi, ce que je pense, puisque c'est ce que j'ai décidé de faire premièrement, c'est l'écrire. Bon, comme on touche à la fin, donc je ne ferai pas offense, je ne fais pas propre publicité, mais bon. J'ai pris langue avec les éditions Kilikat pour que d'ici la fin de l'année, disons d'ici l'automne
le premier tome de ces écrits apparaissent. Il s'appelle Bombolé les légendes. Bombolé, c'est en dessous, c'est le lieu, un sanctuaire de la tradition chez les Bassards. Mais comme je dis, le mot Bombolé veut dire le centre du monde. Donc en fait, il s'adresse au monde entier. Et le deuxième tome devrait paraître avant le mois de décembre. Le deuxième s'intitule Les fondamentaux des rites. En fait, la prétention, si on peut appeler ça prétention, l'objectif dans ces deux ouvrages, dans le premier, c'est de montrer que, au-delà du contexte qui est spécifiquement Bassar, ma tribu d'où je parle, je montre très rapidement que, et en prenant des exemples dans un certain nombre, mais sans que ce ne soit encyclopédique, hein, il ne s'agit pas de faire Wikipédia. L'idée, c'est de montrer que ce que je dis, que l'on trouve chez les Bassars, on peut le trouver partout. Qu'à la limite, si vous ne le trouvez pas partout, vous pouvez utiliser ce que je vous dis là. J'ai pris la responsabilité de le faire. Dans le deuxième, c'est les rites fondamentaux, c'est d'expliquer dans la démarche humaine, et en fait au niveau du tome 2, je m'affranchis des barrières à la fois entre les tribus, mais également même entre les continents et les races. Puisque j'essaie de montrer que certaines techniques, enfin, un certain nombre de techniques essentielles sont universelles. En tant qu'outil, pour vous permettre justement de ne pas vous égarer, parce que c'est ce que je le rappelle, ce n'est pas parce que quelqu'un prétend vous donner transmission de la tradition que vous êtes à l'abri d'ennui. Parce que je dis que tout dépend d'abord de sa propre consécration et de son propre perfectionnement. Et de ses bonnes intentions à votre égard. Ok? Mais je dis, ces deux ouvrages seront disponibles cette année. Je crois que si on les a déjà entre les mains, et c'est écrit en français, je dirais facile, même comme malheureusement, il y a toutes les expressions là-dedans qu'on dit corset, mais enfin bref, j'ai essayé d'expliquer ce que j'ai. Donc si vous l'avez entre les mains déjà, ça brise déjà une barrière. Je veux dire qu'on n'est plus dans les ténèbres absolues. Je veux dire que même en rapportant ça à sa propre tribu, quel que soit l'endroit où elle se trouve, en Afrique et par extension dans le monde, on commence à comprendre. Parce que l'esprit, c'est de rendre la tradition intelligible. Parce qu'il faut quand même qu'on franchisse cette étape où c'est toujours un mystère absolu, c'est des trucs qu'on ne peut pas comprendre, c'est les histoires. S'ils les font, c'est qu'ils les ont comprises. La deuxième chose, c'est au niveau des rites, c'est outre que d'expliquer les fondements des rites, mais c'est également de dire, voici un certain nombre de choses que vous devriez pouvoir faire pour commencer à vous affranchir de vos propres erreurs. Et je crois qu'en soi déjà, ça prépare suffisamment une plateforme pour que vous sachiez si vous voulez continuer à vous lancer plus loin dans la démarche, ou si bon, ça c'est bon, ça suffit là. Ça va orner ma bibliothèque et puis on en parle. Voilà. Voilà ce que je peux dire, je vais être concret. Vous avez ces ouvrages sous les bras, vous pourrez m'écrire, m'appeler. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque, même si c'est un monde qu'on ne connaît pas, d'y aller faire ses propres expériences? Ah ben vous êtes venu à l'école, hein. Je ne suis pas sûr que c'est un monde que vous connaissiez. Vous êtes venu ici au Canada, je ne suis pas sûr que ce soit un monde que vous connaissiez. Non mais le portrait qu'on donne de ça, c'est très... Oui, je veux dire que si on vous avait effrayé, oui. Si on vous avait raconté, je veux dire que je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais imaginez qu'on vous ait aligné, avant de venir au Canada, des histoires de Magnota, etc. Vous ne seriez pas venu ici. Vous ne seriez pas venu dans un pays où on mange les gens, où on saute le gars de Miami, là, où... Non, vous ne seriez pas venu. Nous sommes d'accord. Vous êtes venu ici parce que vous avez été en contact avec des gens qui vous ont fait voir le bon côté de l'aventure ici. Et s'ils sont aimables, vous ont quand même prévenu sur les difficultés qu'ils auraient. Mais se sont empressés d'ajouter, n'ayez pas peur petit, nous serons avec toi. C'est pour ça que tu es venu. C'est parce qu'on t'a dit qu'il y avait à gagner à venir. On t'a quand même mis en garde contre quelques pièges, mais surtout, on t'a rassuré que dans cette démarche, tu ne seras pas seul. C'est ça qui t'a fait traverser les, je ne sais pas combien, 20 000 km d'océan, de continent. Et c'est exactement ce que je fais. Et que j'invite quelques-uns de mes compagnons courageux à briser la glace et à tendre la main vers vous, vers votre génération, parce que sans elle, nous n'y arriverons pas. À vous expliquer le bon côté de l'affaire.
à ne pas vous vendre du vent, à vous mettre en garde contre un certain nombre de pièges, mais surtout, à vous dire, nous sommes là. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que si demain, vous décidez d'entreprendre ce chemin-là, les autres, je ne sais pas, mais moi, vous me trouverez sur votre route. Ça, je peux le dire. Merci beaucoup. Voilà. On va... C'est peut-être le mot de la fin. Oui, ça, la question. La question d'Adama tombe à pic, parce que c'est celle que j'avais pour la fin. Une recommandation pour ceux qui souhaitent se lancer dans la voie initiatique. Il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espoir. Il y en a qui l'ont déjà fait. Oui, non, je voulais dire une chose. Il y a un constant dans la voie initiatique, quelle qu'elle soit d'Orient, d'Occident, d'Afrique. Elle admet, maintenant on peut considérer que c'est une formulation judéo-chrétienne, il n'en est rien du tout. Elle admet que l'homme est fait à l'image et ressemblance de Dieu. Quel que soit ce que l'on met dans Dieu, en fait. Je veux dire, quelle que soit la manière dont on l'exprime. Et dans cette approche, ça veut dire la voie initiatique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle dit que l'initiation est possible. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nous, de la nature même de Dieu, et toutes les religions le disent, chacune en disant ses termes. Ce que l'homme ordinaire ne fait pas, c'est qu'il refuse de prendre conscience du fait qu'il y a cette nature de Dieu à l'intérieur de lui, pour qu'il se tourne à faire, comme une sorte d'apprentissage, ce que Dieu fait. Donc déjà, c'est la première protection. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Et ceux qui sont arrivés avant nous, c'est le chemin qu'ils ont suivi. Merci encore. Donc, il y a quelque chose que j'ai suggéré aux amis. Très simple. Parce que Isis est notre mère. Elle est la bienveillante attention. Dans la liturgie chrétienne, on dit qu'elle est la mère de la miséricorde. Et c'est pour ça que je disais que dans les rites, quand quelqu'un commence à avoir des problèmes, par exemple, de mort prochaine, en fait, de problèmes d'envoûtement, on cherche trois choses. Comme j'ai dit, on cherche le nom de sa mère, le lieu où sa mère est enterrée si elle est morte, le lieu où sa mère a enterré son cordon ombilical. Et donc, nous avons une mère aimante sur laquelle nous vivons. Alors, prenez la peine, une fois par semaine, de vous asseoir dans un coin tranquille, de votre jardin si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, même de l'immeuble. Parce que vous inquiétez par la force, la terre communique dans les structures matérielles. Retirez vos chaussures, c'est très simple. Retirez vos chaussures et gardez les pieds nus, à plat sur le sol. Et comme je suis sûr que même ceux qui n'ont pas d'enfants, je dis qu'ils n'ont pas des enfants à eux, ne sont pas géniteurs, ont eu au moins entre les bras un petit frère, une nièce, un bébé. Adoptez l'attitude que le bébé a quand il est dans les bras de sa mère. C'est-à-dire que je dis, la seule chose que je demande de rite, vous enlevez les chaussures et vous posez les pieds à même le sol. Et vous vous laissez partir en vous disant que vous êtes dans les bras de votre mère. Maintenant, pour fixer votre imaginaire, vous pouvez penser à votre mère, à vous, si vous l'avez connue. Si vous ne l'avez pas connue, pensez à votre femme. Si vous ne l'avez pas connue, pensez à votre pensez à votre fille. Si vous ne l'avez pas connue, je n'ai pas fini. Si vous ne l'avez pas connue, pensez à votre soeur. Et si de toutes ces femmes matérielles humaines, vous n'en avez connu aucune, vous êtes encore sur la mer. C'est pour ça que je dis, gardez les pieds, enlevez les chaussures, pas de chaussettes, pas de... Vous voyez, la mer fait des choses. Les pieds au sol. Et vous allez constater, peut-être ça se fera tout de suite, peut-être rapidement, peut-être progressivement. C'est rien. Vous allez constater que c'est de l'eau, hein. Oui, c'est mais il faut quand même pas que... Non, c'est bon. Vous allez constater que vos énergies se renouvellent. Et je vous assure, par des moments d'intense désespérance, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez pris de l'énergie. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, qui complète généralement le premier, c'est que quand la déperdition d'énergie est grave,
et que cet exercice n'a pas suffi, alors vous le complétez, soit en allant vous mettre contre un arbre, bon, mais que ce soit quand même un arbre que vous avez l'habitude de voir, je veux dire un arbre du jardin, un arbre du parc, il y en a plein ici, hein, ce qui est admirable. Et s'il n'y a pas d'arbre, et si on est en hiver, vous vous asseyez dans un coin de la maison, de telle manière que votre colonne vertébrale soit alignée sur l'angle de la maison. C'est-à-dire que vous asseyez dans un coin de la maison. On conseille généralement que ce soit sur un angle qui soit du côté nord ou du côté est. Mais même si c'est du côté sud, un angle de la maison. Comme si vous vouliez rentrer votre colonne dans l'angle. Restez assez droit. Donc le premier temps d'exercice, c'est vous êtes assis, les pieds au sol, et ensuite le deuxième, vous vous asseyez, soit sur une chaise, soit à terre, les pieds le long des angles, mais surtout la colonne là-bas. La mère universelle, elle aime tous ses enfants, vous aussi. Je crois que j'ai été très pratique. D'accord, merci. Voilà.